Et salut tout le monde, c'est Altus de Fox Studies. On va parler du coup du nouveau codex des ce monde. Et les psychiques. Un requin. Hop, codex Eldari. Oui, là où tout le monde parle de Game Workshop comme étant, on va dire, greedy et voulant toujours plus se faire de pognon dans de nouveaux bouquins. Ils ont vendu 3 bouquins pour le prix d'un. Fort surpris de la chose, mais pas mécontent, hein. Enfin, je pense que les joueurs harlequins purs seront un petit peu dégoûtés parce que bon, ouais, leur codex s'appelle Codex Eldari maintenant. Ouais, il est planqué dedans, ils sont même pas sur la couverture. Couverture très inspirée d'ailleurs de ce très vieux codex, Codex V4. Ouais, je pense que ça cause tout seul, hein. Et même dans l'idée dont les codex sont faits, avec entre autres justement le fait que les guerriers aspects soient vraiment remis en avant sur le codex, ça joue quand même pas mal sur le fait qu'ils sont vraiment beaucoup inspirés de ce vieux codex. Les Falcons sont également très puissants dans ce nouveau codex, comme dans l'ancien. L'époque des Falcons holochiants, hein, qui étaient complètement indestructibles, ou presque, ça vaut un coup de cul. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler vite fait des impressions générales, des différents vaisseaux mondes jouables, ce qui est bien chez eux, mauvais, les vaisseaux mondes maison également qu'on peut faire. Mais bon, je vais pas non plus trop m'étaler, parce qu'après tout, il y a déjà d'autres reviews qui sont sorties quand même il n'y a pas plusieurs semaines de ça. En plus, il est quand même gros et quand même beaucoup d'unités, donc je vais plutôt faire par la suite top 5 des meilleures unités du codex, un top 5 des mentions honorables, parce que ayant du potentiel, mais s'ils n'étant pas dans le top, et des plus 5 mauvaises unités, on va dire, du codex. Enfin, mauvaises, hein, faut vite le dire, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de très mauvais choix. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait d'équivalent, par exemple, des scouts chez Space Marine. Ouais, moi, ce qui est considéré plus ou moins comme mauvais est décent. Ce sera pas fait pour les listes de tournois et compagnie, c'est sûr, mais ça restera pas mal. Donc voilà, on va commencer déjà sur l'avis général. Ils ont fait de très gros efforts, je pense, à la partie Eldar et ce monde qui clairement est beaucoup mieux équilibré que la partie Harlequin. Ouais, je vais faire une vidéo spécialisée dessus sur la partie Harlequin pour en parler, ce qui est clairement pas aussi bien travaillé par Games, avec des combos assez abusés et tout, mais vu que la partie Harlequin est plus petite, je pourrais davantage parler dessus sans que ça fasse une vidéo trop longue. Donc on a quand même beaucoup plus d'intérêt à jouer des unités des guerriers aspects, ce qui est quand même assez important. Je veux dire, c'est un petit peu les unités vraiment militaires des Eldar. Je veux dire, les gardiens sont des militaires techniquement, mais ouais, c'est un peu des gars qui vont te cuire un steak dans un restaurant le lundi et le mardi ils vont être sur le champ de bataille, quoi. Voilà, c'est des milices civiles à la base, c'est pas vraiment les gars qui sont entraînés pour la guerre, donc c'était toujours un peu bizarre qu'il y ait quasiment que du gardien, du psycheur, tout comme ça. Petit truc que je en parlant des psycheurs dans ce codex, je trouve. Bon, d'un côté on peut dire qu'ils ont été améliorés, parce que maintenant tu as les destins là, que tu peux utiliser pour avoir des 6 automatiques, par exemple sur tes tests psychiques, pour augmenter les chances que ça passe, mais d'un autre côté, je trouve que la plupart des tests de ma psychique et les psycheurs ont été nerfés dans ce codex. Une fois encore, hors prise en compte des 2 chances de Ségorath ou de Fil du Destin. Mais on a même, par exemple, les grands prophètes ont perdu les rerolls gratuites qu'ils avaient. La plupart des domaines ont été nerfés. Par exemple, les runes du destin, la plupart des sorts sont passés à 18 de portée. Il faut faire des sorts à un cast important, donc plus de 10 de mémoire, ou 10 plus, pour que tu passes à 24 PS de portée. Donc, en général, tu ne compteras pas là-dessus. Hein. Il n'y a que, au final, la guerre mentale où vraiment tu vas chercher à avoir un gros G parce que ben, ça t'arrange que ça améliore l'impact. Au lieu de lancer un D6 et tu ajoutes ton commandement, tu ajoutes 2D3 si je me souviens bien, si je dis pas de conneries. C'est quand même plus fiable. Mais les autres, en général, tu vas pas te dire oh non, je suis à une unité qui a 20 PS de moi, donc je vais tenter le sort en lançant 10 ou plus pour pouvoir passer le sort. Ouais, ça va arriver rarement quand même. Hein. Même la Phantasmancie, je trouve qu'elle a été légèrement nerfée. Pas énormément, mais quand même un petit peu. Hein. Par exemple, le sort qui fait que normalement tu diminues le moral de l'adversaire, puis je lui affiche des 3 blessures mortelles, mais maintenant c'est une blessure mortelle. Il me semble qu'il y a une petite note si
L'unité en face est suffisamment populeuse de mémoire. Je vais vérifier vite fait. Hein. Fantasme aussi. Voilà, si l'unité contient 6 figurines ou plus, ou si c'est un monstre ou un véhicule, des 3 blessures mortelles. Mais voilà, voir c'est les caches des 3 blessures mortelles. Également le miroir manteau. Bon, c'est plus fiable parce que maintenant ça affiche cache des 3 blessures mortelles. Et ensuite tu fais le duel 2D pour savoir si tu fais des blessures mortelles. Mais t'es limité à un total de 6 blessures mortelles. D'absolu, avant, ça avait rendu cul, tu pouvais éradiquer une escouade de 30 gars. Voilà, ils ont quand même bridé un peu le truc. Ce qu'il faut comprendre, une fois encore, c'était potentiellement complètement abusé. Voilà, même les runes de bataille, la protection qui permettait d'améliorer de 1 TG de save tout court. Maintenant c'est devenu save d'armure, donc fini le plus 1 à la vue. Pareil, mais c'était aussi pour les adversaires, c'était moins 1 à tout. Maintenant c'est que un save d'armure. Ça, t'as quand même des nerfs qui ont été appliqués, ce qui m'a quand même beaucoup étonné quand j'ai vu le up psychique, par exemple des Chevaliers Gris ou des Frozen Son. J'ai dit putain, il va y avoir des psycheurs qui vont de malades dans ce codex Eldar. Waouh. Ils demeureront sans doute très bons toujours grâce au fil du destin et au dé de chance de Ségorat, qui donne beaucoup de quand même de. Non, les dés de chance de Ségorat ne relancent pas les tests psychiques. Donc ouais, le fil du destin, ce sera toujours sympa pour relancer pour avoir des tests comme plus fiables, mais c'est vrai que les sorts en eux-mêmes, par exemple les runes de destin, maintenant la plupart du temps ça marche que sur les bases ou personnages. Voilà, c'est fini le boost des gros prismes de feu, des trucs comme ça, non, tu peux plus les booster avec. Même rune de fortune maintenant c'est devenu un domaine à part entière. C'est fini le je shoot à smite pour mettre un sort de fortune. Tu dois prendre tous tes sorts d'un domaine de fortune. À part avec une relique qui te permet de prendre une sort du domaine de fortune en plus de tes sorts normaux. Mais voilà, je veux dire. Avant, des fois, tu disais, oh, j'ai pas trop intérêt à jouer de smite sur ce personnage-là, je vais aller chercher le petit point de commandement, ou alors je vais chercher le plus 2 pour la charge. Non, tu peux plus. Tu dois prendre tous tes sorts dans fortune si tu veux prendre une fortune. Petite note d'ailleurs que j'ai vue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'erreur, j'ai remarqué concernant les Inari dans les reviews que j'ai pu regarder. Quand ils parlent des Inari, ils disent que les Inari ne peuvent pas utiliser les domaines autres que revenants. C'est faux. La seule utilisation que tu perds, c'est celle des runes du destin. Après, tu peux toujours utiliser les domaines classiques ou les remplacer par le domaine de revenant. Ça fait que les Inari ont gagné en souplesse question domaine de magie. Bon, ils perdent la rune du destin qui est quand même très bon, hein. Mais voilà. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui est point psychique. Alors, les reliques compagnie dans cette armée, bon, comme d'hab, elles sont pas terribles. Hein. Il y a des trucs qui sont sympas, mais tu feras jamais les Smash Captain, hein, je veux dire. Au mieux, t'as un truc qui peut faire pas mal d'attaques, mais dégâts 1. Tu peux quand même avoir du coup un otard qui va balancer en moyenne 10 attaques, force 5, puis à moins 3 dégâts 1, faisant une blessure mortelle sur chaque 6. Faut blesser. C'est pas négligeable, mais c'est pas non plus ce que tu verras le plus. Je veux dire, comparé à des Smash Captain, genre au hasard, le Smash Captain Auto, hein. Bon, lui il est complètement cassé, hein, y a rien à dire là-dessus, il pète tout. Hein. Il a full reroll de toucher des blessures aussi bien au tir qu'au corps à corps, en ayant lancé un petit tape au corps à corps, le gros gantelet, dégâts 3 et tout. Voilà. Et comparé à des Smash Captain et Space Marine, tu n'iras pas aussi loin, clairement. Ils ont amélioré la gemme du Phénix, toujours sympa. Hein. Il y a quoi d'autre qui était sympa la pierre de l'arme pour avoir. Tant que avantage, à chaque jet de destin que vous effectuez, vous pouvez jeter un dé supplémentaire, ce qui permet d'avoir plus de chances d'avoir un dé qui t'arrange. Toujours sympa. Après, il y a quand même beaucoup de traits de reliques en général que tu prendras des vaisseaux mondes. Justement, je vais parler des différents vaisseaux mondes maintenant. Alors, tu as Ultway qui est clairement le chouchou. Je veux dire, il y a carrément 4 bonus. Et les autres en ont 2 ou 3 pour Aletok, mais Aletok, effectivement, il y en a un. On va dire c'est 2 phases de même pièce, hein. C'est le couvert ou c'est déjà couvert à moins 1 point de toucher. C'est pour ça qu'il y en a 3, mais c'est 2 qui sont au final pareil. Hein. Alors Aletok, non seulement il y a 4 bonus, qui sont pas dégueux, une reroll de blessure chaque unité tire au combat, la C plus 1 vue qui est très sympa quand tu as des chances de faire des autos 6 dans une armée comme les Eldar, il y a 5 plus 1 sensible quand tu es blessure mortelle, et la dernière c'est le plus 1 au cast du premier sort de chaque obscure chaque tour. Ça doit fiabiliser les sorts, tu peux obtenir des trucs pour avoir un dé de destin supplémentaire à tous les tours que tu récupères pour toi, histoire d'avoir donc jusqu'à 5 dés à 2000 points qui font automatiquement des 6.
le +1 pour toucher à une unité de gardien qui peut être très bien, sachant que les gardiens, c'est pas juste les gardiens troupes, t'as aussi y a une bonne partie des véhicules utilisés par les gardiens. Sauf étonnamment les Vipers et les marcheurs de guerre. Je sais pas pourquoi ils sont plus gardiens, mais ils le sont pas. C'est très bizarre. Donc ouais, t'as quand même des trucs très puissants en Ultway. Clairement, je pense que c'est un des chouchous. Alors tu as Aetok, une fois encore, c'est bon, un peu plus de mobilité. Fait truc à longue distance, mobilité, c'est pas le mieux, c'est qu'il est basé entre autres sur les Rangers qui sont pas forcément fous. Le plus triste, c'est d'ailleurs que les nouvelles motos Jet Rangers ne sont pas des Rangers, ils n'ont pas le mot-clé, ils ont juste le mot-clé errant. Ça, c'est un peu triste. Lendon, il est sympa pour la tankiness, mais théoriquement, à part le chrétien de guerre pour donner plus d'une attaque à une unité d'unité fantôme, ou le stratagème pour faire en sorte qu'une unité, où qu'elle soit dans la map, peut être affectée par la reroll des 1 pour blesser d'un spirit, tu vois pas en quoi c'est un os basé sur les unités fantômes. Je veux dire, il ignore les PA-1 et les PA-2 deviennent PA-1, ou alors que tu as un +1 sur tes tests d'attrition. Sur les unités fantômes, honnêtement, je veux dire, les unités fantômes vont plus se faire tirer dessus par des grosses PA, des gros tirs, donc un peu bizarre, mais après c'est vrai qu'ils ont pas non plus que des unités fantômes dans Lendon. Ils ont souffert, mais pas à ce point. A noter que dans Lendon, ils ont du coup un passage spécial, bon, il y a d'autres aussi, mais il y a une petite particularité, lui, c'est que Iriel peut non seulement offrir un reroll des 1 pour toucher aux corsaires, donc aux Anras, ils sont appelés Codex, mais fait amusant, c'est que contrairement aux autres Otark, techniquement, il peut se reroll lui-même ses touches de 1. Parce que c'est un truc de reroll, c'est soit sur les unités bases Lendon, soit sur les infanteries Anras. Et il y a les mots-clés infanterie Anras. Donc techniquement, il peut se relancer ses propres touches. Contrairement aux autres. A noter que d'ailleurs, il est enfin plus maudit, on dirait. Il n'a plus aucune règle problématique. À une époque, il parlait des PV chaque fois qu'il tapait au corps à corps. À une autre époque, les 6 pour ses sauvegardes devaient forcément être relancés. Et là, c'est fini. Bon, il ne baisse plus sur 2+. Mais il y a quand même une vogue dégâts 3. Hein. Et une fois encore, il fait partie des rares Otark qui peuvent reroll leur 1 pour toucher. Ah bon, c'est quand même que j'ai pu parler d'Illic, le sniper. Bah, un bon snipe, dégâts 3 sur un 4+, pour blesser, détruction mortelle en bonus. Avec des bonus contre les Necrons. Bon, après, est-ce que tu vas abandonner un Otark ou un grand prophète pour prendre ce gars-là? Peu probable. Et bien sûr, en Ultway, j'ai oublié de préciser pour. Mince. Oh, il me revient plus son nom, j'en reviens pas. Quand je peux me souvenir du nom de ce gars-là, c'est. Eldrad, voilà, Eldrad Ultran, putain, il me revenait pas, ce truc de fou. Bon, forcément, il est excellent, hein. Bon, il coûte quand même cher, vu qu'il doit valoir 140 ou 145 points, si je dis pas de conneries. Eldrad, 145 points, c'est bien ça. Bon, c'est un psycho amélioré, hein. On peut pas blesser facilement que sur 4+, il relance tous les sorts qu'il fait. Comme tous les grands prophètes, truc sympa quand même qu'ils ont donné c'est notre truc, c'est pour chaque grand prophète que tu as, ou Eldrad du coup, bah, tu peux faire en sorte d'avoir une unité de Psychark, donc les anciens Warlocks, sans que ça prenne de choix d'élite. C'est toujours sympa. Ensuite, en Vice au monde, du coup, il reste Bieltan. Alors, tu vas pas forcément les prendre pour les lettrer. Hein. La reroll d'une touche quand tu tires au combat, c'est sympa, mais c'est un peu le pendant faible de la reroll des blesses qu'a Ultway, d'un point de vue des strats. Le 3 minimum quand tu sprints ou fais une trans guerrière, c'est sympathique, mais c'est pas fou non plus, on va dire. Surtout que pour la trans guerrière, si tu veux passer derrière un bâtiment, vu que t'es à -3 jusqu'à minimum de 0, ben, un 3 assuré ne te garantit pas du tout de passer. T'as quand même aucune chance sur 2. C'est la petite restriction quand même qu'il y a avec. Hein. Par contre, là où tu peux considérer de les prendre, c'est pour tout le reste. Le trait de seigneur de guerre, ben, t'es en gros un maître de chapitre, tu dis une unité, toi tu fous le reroll pour toucher. Le stratagème, les 6 pour toucher sur une unité des guerriers aspect, touche automatiques supplémentaires. Tu vois, sympa. Et tu as
la relique qui te permet... Que je dise pas de conneries exactement. Voilà, plus un pouvoir psychique, et tu peux relancer un pouvoir psychique par tour. C'est pas dégueu. Bon, ça fait pas de toi un Eldrad, mais c'est toujours sympa à prendre. Hein. Franchement, je veux dire, comme je disais avant, les grands prophètes ont perdu cette capacité de reroll un sort tous les tours. Et avec ça, tu le récupères. C'est pas mauvais du tout. Alors ensuite, du coup, dernier vaisseau monde classique, Shem'an, bah, toujours très bourrin, pour ceux qui aiment les Eldar de corps à corps, et Lance de lumière, tout ça, ils vont apprécier. Hein. Reroll des charges, je peux charger après avoir battu en retraite, très pratique avec les motojets et les Lance de lumière en particulier. Le trait de seigneur est quand même pas dégueu, hein. Même si Conjuradin, c'est une version affaiblie d'un des traits des Arlequins, mais j'y reviendrai quand on parlera des Arlequins. Alors, il te donne plus en attaque, bon, en continu, oui, et tu fais des interventions héroïques à 6 pas. C'est sympathique, hein, toujours si tu veux un gars, enfin un autarque de punch, de corps à corps. Surtout qu'ils ont modifié du coup la relique, c'est plus une lance, maintenant c'est juste un bonus que tu peux donner à une unité. Pour qu'un tour tu as chargé ou fait une intervention héroïque, c'est ça, tu ajoutes 1 à la force, à la pénétration d'armure et aux dégâts de ton arme. Donc même la version à Voug, techniquement tu peux le faire dessus. Histoire d'avoir un gars qui va quand même avoir du coup, avec le trait de seigneur de guerre, 6 attaques, touchant sur 2+, force 7, PA-4, dégâts 3. Ou c'est la version lance avec la version sur motojet, c'est pareil mais PA-5 du coup. Donc elle a déjà PA-4 de base. Ce qui est pas dégueu, c'est pas des ultra smash captain, mais pour 100 points version sur motojet, ça fait quand même son taf. Surtout pour un gars qui quand même peut je veux dire, relancer ses charges, se désengager et charger, pour profiter autant que possible de la lance, c'est toujours sympathique. Hein. Et son trait pour un PC, unité de motard Shem'an peut sprinter et charger. Sachant que tu es moto sprint à 6, mouvement 16, 22 pas quand même. Ça va vite, hein. Ensuite, tu as les vaisseaux monde distance qu'ils appellent. C'est en gros vaisseau de maison. Soit vous prenez, soit vous allez pouvoir prendre 2 traits ou un seul qui correspond en fait, comme d'hab, au trait d'un vaisseau monde classique, si je dis pas de conneries. Où est-ce qu'il y est plus celui-là? Ah ouais, tu peux prendre en fait le trait vraiment classique. Et même d'ailleurs les bonus, enfin les traits de seigneur de guerre et stratagème et compagnie, sauf qu'il faut que tu remplaces Bialtan par exemple par celui qui t'intéresse. Je vais faire tomber son maison. Mais sinon tu as 2 traits. Et il y en a certains quand même qui sont franchement violents. Est-ce que ça voudra dire que tu y joueras quand même malgré qu'il y a Ultway qui est hyper violent? Je veux dire par exemple... c'est meilleur ça. Combattant mobile. Je veux dire, pour une armée qui a quand même de bons transports, à chaque fois qu'une unité descend de son véhicule, bah, jusqu'à la fin du tour, toutes leurs attaques qu'elles vont faire, si on tire corps à corps, vont avoir +1 pour blesser. Et s'imaginer des dragons de feu ou des vengeurs qui profitent de ce genre de bonus. Ouais, c'est très mal. Genre, par exemple, typiquement, vous descendez, vous prenez un Falcon, vous arrivez en frappe en profondeur, donc forcément vous déchargez le tour où vous arrivez, bah, vous avez un +1 pour blesser. Imaginez ça avec des dragons de feu qui ont déjà force 9. Et reroll des 1 pour blesser contre les monstres et les véhicules. Ouais, ça peut faire très mal ce truc. Il y avait d'autres que j'avais vu qui étaient sympas. Bon, enfin la prophétie, les psychiques, les 1 et les 2, tu les relances. Toujours sympathique, hein. Enfant du ciel pour la mobilité, hein. Les sprints font forcément du 3 minimum. Et surtout, tu ajoutes +1 mouvement des figurines ou +2 si elles volent. Ça fait quand même un gros bonus de mobilité si on t'en veut. Grail de mort qui est excellent si tu veux faire une armée qui spamme les armes shuriken. Tous les 6 pour toucher, blesse auto en comptant qu'en étant un 6 non modifié. Donc provoquant la règle shuriken qui ajoute 2 à la PA de ton tir quand tu as fait un 6 sur un non modifié. Ouais, non seulement ça t'augmente tes chances de blesser, mais en plus ça augmente tes chances de faire une PA améliorée.
Donc ouais, si tu veux vraiment spammer du vengeur avec du gardien et compagnie, c'est vraiment un trait assez impressionnant. Regarde la toile. Ouais, la toile il est pas mal aussi. Quand tu arrives depuis les renforts, chaque touche de 6 que tu fais fait une touche supplémentaire automatique. Donc par exemple, si tu joues des araignées spectrales qui vont arriver en faible, ou justement comme je disais tout à l'heure avec le Falcon. Non seulement le Falcon va arriver de réserve et décharger ses trucs, mais du coup lui il sera considéré comme un sortant de réserve, et l'unité qui est à décharger aussi. Ce qui est quand même pas mal question fiabilisation. T'as les lames sauvages pour améliorer la PA quand tu charges ou es chargé ou fais une intervention héroïque, toujours sympathique. Lame vengeresse, elle, c'est un 6 pour toucher, ça fait une touche supplémentaire en mêlée. Ça peut être marrant si tu veux jouer des scorpions, parce que du coup avec ça, tous les 6 qu'ils font, ça fait 2 touches supplémentaires. Dont elle qui peut profiter du coup des mandibules, vu qu'il n'y a pas de restriction. Le lecteur du destin pour avoir un fil de destin en plus, bon c'est un trait pour avoir ça, c'est quand même pas génial. Opiniâtre pour relancer les advance et charges. Très marrant parce que j'ai beaucoup de Banshee, vu qu'il n'y a pas advance et chargé. C'était vraiment, je trouve, pour moi, les meilleurs traits de vaisseau distant. Vous pouvez après regarder la liste plus tard sur d'autres vidéos, mais franchement, c'était ceux qui ont le plus de possibilités, à mon avis. Et enfin, bien sûr, vaisseau monde restant, les Inari. Alors, par où je commence? Alors, ça a été bien et mal pensé. Enfin, encore, ils ont amélioré les trucs pour les Psychers, parce que maintenant, tu peux enfin utiliser tous les domaines, à exception du domaine des runes de destin, bien sûr, ce qui est beaucoup plus de souplesse. Mais le truc, c'est que quand tu veux ajouter des unités, du coup, qui sont Drukhari ou Harlequin dans les Inari, bah, tu perds, du coup, les fils du destin. Alors, certes, ils obtiennent le mot-clé Inari, mais ils ne deviennent pas Azuriani. Il faut une armée full Azuriani pour pouvoir profiter du destin. À moins de prendre une autre patrouille avec les comédiens itinérants, voilà, c'est ça. Et là, tu prends des Harlequins avec une patrouille à côté qui ne compte jamais comme faisant partie du maximum des unités qui dans ton armée. Donc du coup, si tu as des unités azuriennes à côté et eux là, eux ils comptent pas comme existants pour ces règles. Du coup, tu peux garder les filles du destin pour les vaisseaux monde. Mais là, par contre, tu les perds. Ce qui est très problématique. Parce que du coup, bah, ça te donne pas envie de jouer des armées mixtes. Parce que tu te dis, bon, bah, pourquoi je vais prendre ça si je perds les fils du destin qui sont quand même très puissants. Peut-être une petite modification à faire ici, Game Workshop. Après, sinon, les règles, c'est la plupart du temps les mêmes choses. Hein. Je veux dire, tu vois, les transports, ça reste chacun chez soi. Hein. Le truc, ouais, quand tu prends des mercenaires, donc les incubes ou les fléaux, t'as des surcoûts. 4 points par incube, 2 points par fléau. C'est quand même assez cher. Leur attribut est particulier. Le strike first non-stop est sympathique au corps à corps, si bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus absolu, hein, loin de là. Et leur autre bonus, tant que tu es en dessous de tes effectifs initiaux de ton escouade, tu ajoutes plus 1 TG pour toucher, donc potentiellement des Eldar qui vont toucher sur 2 plus au tir au corps à corps. On se dit, c'est très puissant, mais on est quand même dans une version qui est connue pour sa létalité. Donc est-ce que vous avez franchement beaucoup d'unités, surtout avec des trucs squishy comme les Eldar, qui vont pouvoir survivre ne serait-ce qu'un tour, ou être encore assez nombreux pour profiter d'avoir plus d'un pour toucher. Bah, c'est un peu ça le problème. Alors peut-être qu'en jouant beaucoup d'unités fantômes, ça peut être sympa. Parce que forcément, bah, pour tomber les unités fantômes, pour le coup, c'est assez difficile. Donc en général, tu as souvent 3-4 membres restants. Hein. Surtout avec le sort Inari qui fait que tu donnes une 4 plus 1 vue à une unité, donc tu peux faire même que des guerriers fantômes avec épée et à 4 plus 1 vue, ou des gardes fantômes avec du coup quel que soit leur équipement qui peut aussi avoir 4 plus 1 vue avec ce sort, ce qui les rend très résistants. Peut-être un petit truc à voir de ce côté-là, ça se trouve, c'est peut-être les Inari, mais il est plus doué pour jouer les unités fantômes. Pour une armée des morts, ça serait pas déconnant. Hein. Après, ils ont des traits reliques sympathiques. Le stratagème est un peu bizarre, il ne marche que si tu affrontes quelqu'un qui a déjà perdu plus de la moitié de tes effectifs. C'est-à-dire une unité qui est déjà quasiment morte. Et une fois où tu auras l'occasion de pourras justifier d'avoir ce plus 1 pour blesser pour une telle cible, ça rend quand même pas très courante. Hein. Si encore ça pouvait marcher par exemple sur des unités par exemple uniques mais qui ont perdu plus de la moitié de leur PV. On pourrait se dire, ah ça pourrait être sympa pour essayer d'achever un monstre, un truc comme ça. Mais hélas, non.
Donc voilà, donc ça c'était Vaisseau Monde et compagnie. Alors, on a les différents pouvoirs d'Exarch qui sont également revenus, ce qui est très sympa. Ceux qui ont fait un petit bonus maintenant, c'est que quand tu prends un pouvoir d'Exarch, tu peux avoir des bonus de stats. Alors plus un PV de manière générale, ensuite certaines unités ont plus en CT et d'autres plus en attaque. Ironiquement, les Vengeurs, ils se sont fait entuber, ils ont que plus un PV. Ils ont pas pu leur mettre le plus en CT, c'était trop demandé le double catapulte shuriken avec le plus en CT? Apparemment. Les pressions de guerre sont assez quelconques, enfin c'est du classique. Enfin, je parlais déjà des pouvoirs, hein. Globalement ils ont été un peu nerfs, j'ai trouvé. Après les règles de croisade, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà, les règles d'armée. Alors la transguerrière est améliorée. Avant, c'était juste la capacité de sprinter et tirer sans malus les pistolets et les armes d'assaut. Bon, c'est toujours le cas, maintenant. Ça se présente. Mais en plus, maintenant, après le tir, tu peux éventuellement choisir de faire un mouvement si tu n'as pas sprinté avant. Ah, sachant qu'une fois encore, comme j'ai dit, tu as un -3 si tu traverses un décor pendant ce temps-là. C'est un 0, donc ce sera difficile d'aller derrière un décor pour se planquer. Ils ont quand même mis ce garde-fou pour éviter que les Eldar se planquent après avoir tiré à chaque fois. Ce qui peut se comprendre. Ça peut être sympa si tu as un peu plus de mobilité. Les règles favorites de Kain pour les seigneurs Phoenix. Donc un V4+, peut pas perdre plus de 3 PV par phase, et peut pas être ni seigneur de guerre, ni portée de relique. Bon, c'est une limitation classique, on va dire, pour les seigneurs Phoenix. Ensuite, tu as les fils du destin, très bonne règle, je pense même un peu trop puissante, surtout quand tu es en ulti ou tu as un dé supplémentaire. En fait, chaque round, tu lances 6 dés. Chaque dé correspond à un type de G, Advance, Charge, Psychique, Touche, Blessure, Sauvegarde. Et tu peux choisir d'en garder jusqu'à 4, qui seront automatiquement donc des 6, dans les G correspondants. C'est puissant. Enfin, 4, c'est pour force de frappe. Si tu joues à 1000 points, entre autres, pour une petite bataille rapide, c'est que 3. Et voilà, quand même 4 dés, 5 si tu joues tué. Tu peux en chercher un 5ème. Ça fait quand même beaucoup de 6 automatiques, hein. Alors ça, tu choisis pas exactement dans quoi ça va aller, c'est pas comme les dés de fois où tu sais certainement où tu vas le mettre, et éventuellement tu n'as pas du coup de possibilité de faire un 1 pour avoir un test de commandement réussi automatiquement, contrairement aux dés de fois. Mais ouais, après ça reste quand même des 6. C'est quand même puissant. Donc, voilà, donc en règle, bon, position avancée, plus au début de la partie, tu dépasses une unité à plus de 9 de toute zone adverse et d'infanterie ennemie, classique. Assaut soudain, c'est un rapport profondeur. Arme shuriken, que je dis, c'est t'améliore de 2 la PA quand tu fais un 6 pour blesser non modifié. Donc voilà, donc là j'ai fait globalement le tour des règles. Maintenant, on va passer au top 5 des meilleures unités du codex. Alors, pour les 5 meilleures unités, alors déjà, je dirais, ça, même s'il a été, je trouve, nerfé, ça reste un auto include, je parle bien sûr des grands prophètes. C'est-à-dire lancer des cibles de sort, peut même pas faire de péril du warp. Chaque unité que tu mets, ça permet d'avoir une unité de warlock sans que ça prenne de choix d'élite. Sachant que les élites sont quand même assez saturées de très bonnes unités. Donc c'est quand même plaisir à prendre. Voilà, ça reste un peu un must-have. Même s'ils étaient davantage nerfés, le fait de donner le guide, les malédictions, la chance. Par exemple, si vous jouez un avatar, le footprint 5+ insensible, vu que ce sort marche aussi bien sur les basques et les personnages, et l'avatar est un personnage, bah, c'est clair que forcément ça fait quand même des bonus qui sont toujours sympathiques à prendre. Il n'y a pas trop à se poser la question, je veux dire, tu joues Eldar, tu auras généralement un ou deux grands prophètes. À moins de jouer Inari, vraiment, où tu vas jouer du coup les personnages de SP surtout, qui sont très intéressants. C'est probablement d'ailleurs ce qui est le plus intéressant chez les Inari. Mais voilà, sinon tu vas jouer les grands prophètes, c'est un petit peu obligatoire. Les dragons flamboyants, qui sont vraiment très forts. Alors, ils ont une petite limitation, ce qui est des portées et tout le reste, mais ça reste comme des gars avec des fuseurs force 9 qui font non-stop des 6+2 dégâts, avec reroll des 1 pour blesser les véhicules et les monstres. Et des Eldar qui, étonnamment, pour des raisons que j'ignore, hein, se baladent avec une endurance 4. Mais oui, ils ont endurance 4, c'est très particulier, mais oui. Voilà, plus les pouvoirs d'Exarch. L'Exarch d'ailleurs peut avoir une pique qui fait D6 plus 4 dégâts. Attention, en plus D6 plus 6 si tu le mets à demi-portée.
Faut peu que tu joues en ulti, enfin j'ai un Beltan, où tu as le truc pour faire des touches auto en plus sur du 6. Il faut une unité de guerrier aspect. En gardant les petits 6, on va dire avec les fils du destin, ça te permet de faire des dégâts, c'est insane avec Exarch et ses unités. Hein. Donc ils sont franchement très puissants. Courte portée, mais une fois encore, t'as des falcons, t'as des serpents, t'as les trucs de frappe en profondeur via la toile et compagnie, t'as de quoi faire. Les armes d'appui, surtout avec les canons à distorsion, parce que les autres versions sont un peu moins bonnes. Enfin, le canon vibration fait partie de celles qui, franchement, ont encore des règles qui sont écrites bizarrement. Hein. En gros, canon vibration, c'est une arme lourde D6, force 7, PA-1, dégâts 2, qui fait que si tu as au moins 2 membres dans l'escouade, tu touches auto. Et si tu as au moins 3 membres, il y a ce qui est marrant qu'ils disent au moins 3 membres, mais tu peux aller de 1 à 3 de toute façon, donc tu as un papier de 3. Et là, tu ajoutes plus 1 au GV de blessé. Donc quand même, je veux dire, 3 gars, ça fait en moyenne 10,5 touches du coup, qui vont toucher auto, force 7 plus 1 pour blesser, mais c'est que PA-1 dégâts 2, et ça besoin d'une ligne de vue. Le tisseur de ténèbres est sympathique, mais honnêtement, au prix où ça te coûte d'en avoir 3, tu peux pratiquement avoir un X-Spinner, qui sera quand même plus tanky, avec des dégâts 2, comme ça. C'est vraiment un canon de distorsion qui t'intéresse. Une arme sans ligne de vue, à 24 passes de portée, faisant D3 tirs, force 12, PA-4, dégâts D6 plus 2, déflagration et tous les 6 pour blesser, non modifié, c'est une blessure mortelle en plus de dégâts normaux. Ça a la limite de quoi te faire passer les gardes fantômes pour de la merde. D'ailleurs, l'unité de garde fantôme, c'est avec le canon basique, c'est 200 points. 3 de Sigagas, c'est du coup 195 points. C'est vraiment très comparable. À noter que ce sont des gardiens, donc ils ont potentiellement l'avantage, si tu es en ulti, d'avoir plus 1 pour toucher avec les gardiens noirs. Et toujours le stratagème pour reroller 1 pour toucher pour les unités de gardiens. Fait étonnant d'ailleurs, datasheet, peut-être une erreur, mais ce qui est aussi étonnamment présent dans la version anglaise d'ailleurs, ils ont 7 attaques de corps à corps. Je sais pas d'où ça vient. À mon avis, je pense que c'est une erreur, hein, mais... On n'est plus à ça près. Alors là, du coup, on va arriver au top 2. J'ai hésité beaucoup entre le top 2 et le top 1. Donc honnêtement, on va dire que c'est plus ou moins même niveau. On va dire du 1, 1,5, hein, là. Alors, j'ai parlé du coup du Falcon. Enfin, Faucon maintenant, comme il l'appelle simplement. Alors le truc, non seulement, c'est un ton en termes de dégâts. Je veux dire, tu mets l'outil laser, enfin, dire son impulsion, et lance ardente qui arrive quand même à 3 tirs, dégâts D3 plus 3, donc un peu comme un ravageur, pour 30 points de plus du coup, qui est à 160 et pas 130. Mais avec cette augmentation de points, tu obtiens une capacité de chargement de 6 figurines. C'est toujours sympathique à prendre si tu veux prendre des dragons de feu ou autre. Mais en plus, il frappe profondeur. À un tour, il frappe profondeur, il peut décharger ses unités. Je rappelle, normalement, on décharge les unités d'un véhicule avant le mouvement. Là, ça arrive à la fin de la phase de mouvement et tu décharges quand même. Très puissant. Et en plus, surtout, tu peux décharger comme ça, enfin, frappe profondeur, tour 1. C'est un drop pod le truc. Donc, non seulement il a la puissance de feu globalement d'un ravageur, mais en plus il transporte ses figurines, et en plus il le fait en faisant des frappes profondeur potentiellement tour 1. C'est un ton. Franchement, je veux dire, pourquoi tu vas payer un prisme de feu à 160 points quand tu peux avoir ça à 160 points aussi? Ouais, je parlais du prisme de feu dans les unités décevantes du codex. Donc voilà, donc ouais, j'hésitais vraiment entre lui et la dernière unité qui, je pense, que je l'ai dit tout à l'heure, qui sera dans le top 5 des meilleures unités du codex, pour la première place, parce que franchement, je pense qu'elle se valent. Et enfin, dernière figurine de ce top 5, donc la numéro 1, je trouve, parce que je pense qu'ils ont abusé sur toutes les règles possibles et imaginables qu'elles ont. Les Banshees huantes. Oh, une Banshees aussi, non, je sais pas. Alors, non seulement elles ont quand même pas mal d'attaques, hein, 3 attaques par tête, 4 Exarch, de base. Hein. On rappelle, il y a un truc pour avoir un total de 10 attaques et dégâts 2 avec l'Exarch quand même. Mais en plus, elle cumule les règles, mais c'est un truc de fou. Alors, quand elle cherche quelqu'un, non seulement il peut pas faire de tir. Non seulement il peut pas faire de tir en contre-charge ni préparer sa défense, mais en plus, le tour où tu les as chargés, il tape en dernier.
Comme si ça suffisait pas, ils ont un -1 pour être touchés aussi bien au tir qu'au corps à corps. Elles peuvent advance et charge. Et petit bonus, au cas où il n'y en avait pas encore assez de règles, elles ont un +1 pour blesser et un tour où elles chargent. Ça fait que ces Fifi qui étaient connues pour manquer de force, c'était vraiment un gros défaut, elles étaient attaques énergétiques, mais elles avaient que 2 attaques force 3, ou 3 attaques et des versions parce qu'elles avaient une attaque de base, 2 parce qu'elles avaient 2 armes de corps à corps, et 3 pour la charge. Et ouais, ça restait de la force 3, ce qui fait que sans malédiction, les Banshee avaient un peps qui était assez ridicule. Mais là, même sans malédiction, vas-y, tu blesses du Space Marine sur 3+, des charges du 7 sur du 4. Voilà, avec un Exarch qui balance 10 attaques, hein, dégâts 2, ou 5 attaques, dégâts 3 si tu prends un exécuteur. Hein. Ouais, honnêtement, cette unité est assez insane. Pour 18 points, c'est nawak. Elles te font un montant de dégâts, et en plus, ironiquement, vu que c'est du dégât 1, qu'elles sont basées pour faire beaucoup de dégâts avec cette limite de dégâts 1, alors que finalement c'est des anti-Space Marine, on pourrait se dire c'est quoi de dégâts 2. Mais pas, ça reste du dégât 1. En fait, elles font beaucoup de dégâts rapidement, avec plein de petits coups, ce qui fait que toutes les règles, genre -1 dégâts subis, divisé les dégâts subis en duo supérieur, bah, tu te torches avec, hein, t'en as rien à foutre. Hein. Bah oui, elles n'ont aucun effet contre des dégâts 1. Donc même ces règles ne te protègent pas des Banshee. Qui pour rappel ont aussi une règle pour faire potentiellement des 3 plus autant de blessures mortelles que tu as chargé avant. On va faire. On va donc passer au second top, le top 5 des unités honorifiques. Cette 5e place du classement des honorifiques, on va commencer par en fait plusieurs choix, ce qu'il y a à la fois les Avatar de Kane et les Seigneurs Phoenix. En gros, j'ai mis ensemble parce qu'ils ont quand même tous le même problème. Ce sont quand même de bonnes unités, je veux dire, même Avatar, c'est un don quand même, et la plupart des unités corps à corps, une fois qu'ils les chopent, ils vont te les zigouiller. Mais il y a quand même des points faibles. Déjà, il vaut très cher, 170 points, tu peux quand même avoir 3 grands prophètes pour ce prix-là. Ou gouvernement de Seigneur Phoenix d'ailleurs. Mais surtout, en plus, c'est un monstre ayant que 10 de mouvement, donc il doit contourner les ruines, tout ça, c'est pas très pratique. Au final, il profite pas de son mouvement, il se fait quand même bien tirer dessus. Il est pas aussi résistant qu'on pourrait le croire. Après tout, je veux dire, sa règle est plus efficace qu'un -1 pour être blessé, qu'un -1 de dégâts, je veux dire, que contre les armes qui ont vraiment une grosse capacité de dégâts, donc dégâts 4 et plus. Donc tout le reste, c'est aussi efficace seulement qu'un -1 pour blesser. Donc on va regarder les stats, hein. Les dégâts 2, c'est juste un -1, les dégâts 3, ça reste aussi un -1. Contre les dégâts 1, ça n'a aucun effet, contre les blessures mortelles, ça n'a aucun effet. Voilà, donc il est résistant, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Et il fait encore peu de mobilité. 10, mais en étant un monstre, c'était pas terrible. Un monstre ne volant pas en tout cas. Et surtout, chaque fois, pourquoi le prendre lui quand tu peux prendre des personnages genre Autark et Grand Prophète qui sont quand même très pratiques pour les rerolls que ça te donne, que c'est la fiabilisation de ton armée et tout. Et Seigneur Phoenix, c'est un peu le même problème. La plupart sont vraiment très bons. Peut-être Muganra que je trouve un des plus faibles quand même. Si sa limitation à se monter à -2, c'est quand même pas fou. Même Genza, on peut se dire, elle a des règles très sympas. Mais ironiquement, elle n'a pas le +1 pour blesser en charge, ce qui fait que sa boucle principale qui fait qu'elle aura que 6 attaques, force 6, pas moins 3 dégâts 2, limite un petit peu. Mais globalement, elle a quand même des règles très sympathiques, ils sont vraiment tous très bien. Et ouais, pour entre 140 et 150 points pour une Seigneur Phoenix, pareil, pourquoi tu vas les prendre eux plutôt qu'un Autark ou un Grand Prophète? Alors certes, il tape plus fort, autant que mieux d'ailleurs. Mais le fait de ne pas fiabiliser le reste de l'armée, quand même, c'est le bon vieux débat entre totem et puncher. Il faut vraiment que le puncher soit excellent pour justifier le fait de ne pas prendre un totem, qui sera généralement moins cher et donner de très bonnes capacités. Ben voilà, c'est un peu le truc. Donc, pour les armées à thème, ça peut être franchement sympa, les Seigneurs Phoenix. Pareil pour l'Avatar. Mais voilà, je pense pas qu'ils peuvent se hisser parmi les meilleures unités de l'armée à cause justement de ces restrictions. D'où le fait qu'ils obtiennent cette 5e place dans les unités honorifiques. Une fois encore, les unités honorifiques, c'est pas des unités mauvaises, loin de là. C'est juste qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour devenir le top. On arrive au Scorpion Foudroyant. Alors pourquoi j'ai mis un enseignement honorifique alors qu'ils sont quand même pas dégueux du tout? Bah le souci c'est que les Banshees existent. Ça a toujours été le grand drame des Scorpions, c'est que les Banshees existent.
Je comprends comment une unité d'ailleurs, avec autant de mobilité, n'est pas une attaque rapide. Ça aurait permis aux Scorpions d'avoir un peu plus de liberté, mais actuellement, ouais, les choix d'élite sont quand même bien chargés. Pour les unités à thème, il y a des unités fantômes qui se tapent l'incruste, il y a quand même beaucoup d'unités de guerriers aspect, t'as les corsaires, éventuellement si tu veux les prendre. T'as quand même pas mal de choix en élite, et du coup c'est un peu chaud de les justifier, surtout quand t'as des banshees à côté. Bah après ils font quand même le taf, hein. En moyenne c'est 4 attaques force 5, pas moins 1 dégâts 1 pour les dégâts normaux, avec les 6 pour toucher qui font des attaques supplémentaires, et 6 pour blesser des blessures mortelles, sachant que les attaques de bonus par les 6 ne génèrent pas de blessures mortelles. Xar, comme je disais tout à l'heure, il y a moyen de faire un truc avec 7 attaques qui blesse automatiquement, force PA-2, dégâts 2, c'est comme ça pas aussi. Ils arrivent avec le mouvement, c'est plus en profondeur, c'est les mouvements avancés, donc ils peuvent être à plus de 9 pas de la unité ennemie et de sa zone de déploiement, ce qui est toujours sympathique, franchement. Ouais, ils ont quand même beaucoup de bonnes règles. Les blessures mortelles sont du 6, donc ils n'affrontent pas des véhicules et monstres, ils sont les bienvenus. Mais voilà, encore, les Banshees existent. Alors même si c'est une très bonne unité, quand même, les dragons fous. Par contre, il ne faut rien, ils se sont clairement améliorés comparé à avant. Je trouve qu'ils dégustent quand même du fait que les Banshees existent. C'est l'éternel drame pour ces gars-là. C'est pour ça qu'ils restent une très bonne unité, ils ont leur place clairement les unités honorifiques. Mais c'est pas le top de l'armée contrairement aux Banshees. D'où le fait qu'ils restent dans les unités honorifiques. Pour cette troisième place, l'unité de Jésus qui est sur les unités honorifiques, il faut voir les Vengeurs. Utilité franchement pas dégueu du tout. Hein. Bon, ils sont passés de troupes à élite. Mon plus grand malheur, que moi mes troupes à la base ça constituait en 2 unités de Vengeurs et une unité de Rangers. J'ai dû acheter 2 boîtes de gardiens à cause d'eux. Merci Games. Mais sinon, clairement, en tant que damage dealer vraiment du coup en choix d'élite, ils envoient la sauce quand même. 12 points, les 3 tirs, force 4 pour moins de dégâts 2. Potentiellement, des règles, bon, j'ai un stratagème pour pouvoir double tirer, mais qui est pas terrible je trouve, parce qu'il faut que tu aies déjà eu des pertes dans ton escouade pour l'utiliser. Mais potentiellement, si tu as du cul, que tu as eu qu'un seul mort ou 2, tu peux quand même double tirer, ce qui est quand même très puissant. Si tu fais des armées un petit peu à thème, on va dire, enfin, justement avec les combattants mobiles, plus 1 pour blesser quand tu décharges un véhicule, ou règle de mort pour que les 6 en touche blessent automatiquement, comptant comme des 6 pour la règle shuriken, ils vont faire des carnages avec. Il y a même un stratagème pour quand tu tires une unité avec des armes de shuriken, tous les 6 au touché font une touche bonus en plus. Donc franchement, il y a vraiment moyen de faire de très gros dégâts avec. Mais voilà, une fois encore, ça peut paraître con, mais ouais, le fait qu'il soit plus des troupes, ça fait très chier quand même. C'est après, c'est bon, c'est son petit côté joueur Bieltan qui a toujours joué que des Vengeurs en troupe qui doit parier, hein, mais voilà. Après, petite comme c'était quand même qu'ils ont, ils peuvent entreprendre des actions et tirer sans échouer l'action. C'est sympa aussi, franchement, c'est une très bonne unité. Le truc, c'est pourquoi c'est des putains de choix d'élite maintenant. Désolé. Donc voilà, très bonne unité, franchement. Juste dommage que ce soit devenu un choix d'élite. Ça aurait été pareil en troupe, qu'il soit à 13-14 points, elle aurait été excellente. Mais vraiment top tier. Voilà, pour la seconde place des unités honorifiques, mais les lances de titane stationlantes. Pourquoi je ne les ai pas mises plus haut que Fanny? En fait, ironiquement, c'est la faute de leur nouvelle figurine. Vous me direz, mais c'est bizarre, pourquoi ça? En fait, les Game Workshop n'a rien trouvé de mieux à faire que de leur donner le même socle que ce qu'ils ont donné aux unités de coureurs Mirage, donc les Motojet Ranger, à savoir d'énormes socles de 60 mm. Vous imaginez faire un peu des grosses escouades de 6 avec des socles de 60 mm? Voilà, c'est la chure pour les cacher, pour les déplacer, pour les mettre au bon endroit. Il y a un Motojet Custodes, le vieux socle classique des Motojet ovales. Là, ils ont un putain de socle, mais c'est un truc de fou! Bah, ça limite faire comme ça de déplacement, et après c'est les planquer, si tu en veux en mettre plusieurs, bah, c'est hyper chiant parce qu'elles prennent beaucoup trop de place. Et après ça reste quand même 35 points pour un truc qui est un tankiness d'achète marine classique. Avec juste moins un point de toucher, c'est plus simple. Donc après elles sont franchement pas mal, elles ont quand même du bon peps.
Ironiquement, le fait de passer de force 4 à force 6 en charge est moins intéressant, la plupart des cas, que le plus 1 pour blesser des Banshee. Et les Banshee, le plus 1 pour blesser, bah elle, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Peut-être voulu diversifier les règles. Hein. Donc, franchement, elles sont plutôt puissantes. Il faut encore limiter par 6, donc tu peux pas faire des gros packs non plus de 9, mais gros sac qu'ils ont, ce serait pas jouable. Mais franchement, c'est pas dégueu, je dois tout de même avoir des autres. Un Exarch qui est pratiquement près du QG en fait. Genre, si vous le mettez avec le plus 1 pour toucher en charge avec toute une escouade, plus 20 points, il passe de 35 à 55 points. Tu lui mets le bouclier pour avoir une 4 plus 1 vue à 65 points. Tu lui mets la lance pour avoir force 8 en charge, il passe donc à 75 points. Ouais, 75 points, chef d'escouade, oui, c'est normal, oui, c'est Eldar. Après, t'as quand même un ton qui aura quand même 4 PV, 1 du 4, sauvegarde 3+, 4 plus 1 vue, moins 1 pour être touché, balançant 5 attaques, touchant sur 2+, force 8, permet 4 dégâts 2. Ça impose le respect tout de même. Donc ouais, il y a franchement des trucs vraiment sympas que tu peux faire, et qui mine de rien, cassent des culs. Et enfin, pour la première place de ce classement honorifique, c'était impossible qu'il ne soit pas au moins là-dedans, voire dans les meilleures unités, mais bon, une fois qu'on a les meilleures unités, les autres étaient juste tellement bonnes que je n'ai pas pu le mettre dans le classement des top meilleurs. Je parle bien sûr du serpent ondoyant. Sa règle de résistance a changé. Fini le moins 1 en dégâts, maintenant c'est une 5 plus 1 vue et une physiologie transhumaine. Il ne peut pas être blessé plus facilement que sur du 4+. Transporte toujours 12 figurines. Il a la capacité quand même d'avoir un très bon armement. Je veux dire, tu peux mettre en triple canon shuriken, en double lance ardente, truc comme ça, donc il fait quand même du dégât. Un poil chéro, il vaut quand même 140 points en version double canon shuriken et catapulte. 160 points si tu le mets avec double lance ardente. Et voilà, pour rappeler que c'est un transport, donc il ne prend pas de choix d'élite ou autre. Contrairement par exemple au Falcon, qui sera meilleur pour 160 points que lui. Enfin, à moins que tu ailles jouer vraiment une grosse escouade dans le transport. Mais il est plus résistant, transporte plus de dégâts, prend pas de slot. Franchement, c'est un très bon transport. Ah, est-ce qu'il sera meilleur que le Devil Fish qui vaut 90 points de base? Dur de dire. Il sera effectivement plus tanky et plus puissant, mais quand même pour pas mal plus cher. Mais franchement, une très bonne unité qui mérite, je pense, sa place de numéro 1 parmi ce classement honorifique. On va donc passer maintenant au 3e classement. Beaucoup moins réjouissant, celui des déceptions Escodex. Alors, pour ce classement des déceptions, plus vous serez haut d'un classement, plus ça veut dire que vous serez nul à chier. Alors, bon, pas forcément les unités sont toutes nul non plus, hein. Mais ouais, enfin, le solution c'est numéro 5. Alors, ce sont les coureurs Mirage. Une des nouvelles figurines qu'on a eu le droit dans la boîte des présages, je sais plus trop quoi, présages sombres, un truc comme ça. Alors, ils ont l'air sympas hein, quand tu vois ça, mais ils ont plein de petits tricks sympathiques tout, mais au final, ça reste pas terrible. Ils ont un fusil de sniper, qui est pas terrible comme arme déjà de base. Ils ont un rayonneur laser qui est sympathique, mais ça n'a pas de PA. Alors qu'il va quand même 35 points. Je veux dire, c'est 25 points un autojet avec rayonneur laser. Eux sont à 35. Alors ça, ils ont plus un PV. Le fusil sniper panier en plus, il touche sur 2+, mais. Je trouve que ça aura du mal à se justifier honnêtement comme unité. Surtout qu'ils n'ont même pas les règles Ranger pour en profiter. Et une fois encore, comme ils lancent de lumière, ils ont les putains de socles sur 5 mm. Histoire d'empirer la situation. Hein. Donc ouais, je pense que ça fait partie quand même des assez mauvaises unités du collecte. Peut-être qu'on prouvera le contraire, qu'on nous dira « Oh, t'as vu, en fait, ils sont super puissants ». Alors, j'ai bien croire que ce soit puissant contre de l'orc. Mais par contre ça, pas convaincu. Alors pour ce numéro 4, il est gardien de choc. Alors pour un point de moins seulement qu'un gardien défenseur, t'as pas la catapulte shuriken et que tu échanges par un puissant combo d'armes, un pistolet shuriken et une lame d'arlequin. Histoire que tes gars aient 2 attaques force 3 PA-1.
Ouais, c'est à chier. Alors, il peut avoir une 5 plus 1 vue que tu vas payer, mais est-ce vraiment utile pour un dégâts qui vont se faire faucher par du tir sans PA ou PA-1? Non, ce sera pas utile. Le mini physiologie transhumaine pour ignorer les jets de blessure de 1 et de 2. De toute façon, la plupart des gens vont tirer dessus avec des armes force 4 ou force 5, donc ça servira pas souvent. Une fois encore, les deux règles marchent ne marchent qu'au tir, donc fatalement, bah, ça va pas beaucoup servir. Alors, le petit intérêt, on va dire, tu prends un truc de 10, tu peux avoir quand même 2 lance-flammes et 2 fuseurs. Mais c'est les fuseurs basiques de l'Imperium. Ouais, je veux dire, même les pistolets fuseurs que tu peux avoir, eux, ils ont des dégâts des 6 plus 2 de base, mais eux, ils ont le droit qu'aux fuseurs basiques, il faut être à demi-portée pour être plus haut dégâts. Honnêtement, c'est une unité assez pourrave. Hein. Soit tu prends une troupe à pas cher avec les Rangers, 65 points pour avoir une troupe, soit tu vas chercher les gardiens défenseurs. Honnêtement, ils sont pourris. Alors, pour ce top numéro 3 des unités, je trouve, mauvaises dans ce codex, le prisme de feu. Oui. Je sais que les gens avaient hurlé sur la toile quand ils avaient vu la révélation de Warhammer Community sur son profil d'armes et sur le stratagème pour faire le tirier, pour balancer tir canyon à les invus, mais voilà. Il vaut 160 points, donc le même coup qu'un Falcon. Bon, sans le transport, et il n'a pas plus de puissance de feu naturellement que l'autre. Hein. Entre 2 tirs qui font en moyenne 6 dégâts et 3 tirs qui en font en moyenne 5. Voilà quoi. Et surtout le stratagème ne marche que si tu as 2 prismes à proximité, vu qu'il faut que tu sois 12 PS l'un de l'autre. Ah, ça fait que pour pouvoir en profiter, il faut payer 320 points minimum, 480 si tu veux profiter au maximum, pour avoir des tirs annulant les invus et que ça coûtera 2 PC. Quand tu vois plus la meurette à côté, t'as envie de pleurer. Après, c'est vrai que c'est peut-être juste la meurette qui est trop puissant. Je pense que ça doit être un peu de ça aussi quand même. Mais le prisme se fait quand même assez pitié. Même dans le codex partie Harlequin, on va dire, t'as les Void Weaver. T'as 180 points, t'as 2 Void Weaver, ou 160 points, t'as le prisme. Tu prends les 2 Void Weaver. Bon, après, j'en parlerai dans le codex Harlequin, c'est vrai que les Void Weaver sont probablement pas assez chers. Voilà. Mais ouais, globalement, honnêtement, il sert vraiment à rien cette unité. Faut vraiment désespéré savoir que tu vas jouer contre un adversaire, spécifiquement qui va jouer des trucs avec des grosses invus, pour te dire, ouais, allez, je vais le contrer, là, je vais prendre plusieurs prismes, comme ça je vais lui niquer ses invus. Ouais, éventuellement dans ce genre de carte, ça peut aller. Dans tout le reste, oublie. Alors, pour ce qui est de la deuxième place des plus mauvaises unités du codex, je paye les faucheurs noirs. Que dire là-dessus? Alors, ils ont vraiment perdu tout ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient bien. Fini le touche sur 3+, maintenant ils ignorent juste les couverts denses. Après, les malus aux touches, ça, mais donc, ça fait que tu as besoin de pouvoirs d'exarch pour à nouveau bouger et tirer sans malus. Ils sont obligatoirement maintenant par 5, ce qui est problématique, parce qu'avant tu peux prendre genre par 3 seulement pour avoir le missile tempête pour tirer sans ligne de vue, ou tu faisais des grosses escouades par 10 pour éventuellement les buffer. Maintenant, ni l'un ni l'autre n'est possible. C'est fini. Ce qui est quand même bien con. Ouais, donc bon, ils ont gagné à 5 plus 1 vue. Ouais. Et ils ont perdu 2 points. Ouais. Et ouais, même le profil quand même de leur arme, il a quand même vieilli. Hein, je veux dire, quand tu vois ce qu'on peut avoir maintenant de nos jours dans les nouvelles éditions et tout, ça passe vraiment pour assez faible. Quand tu as des unités qui vont balancer plusieurs gros tirs à gros dégâts, tu vois ça. Franchement, ouais, ça pourra toujours être un peu sympa, je veux dire, mais. Entre amical, éventuellement, ça pourra peut-être faire un petit truc. Ouais, peut-être. Mais franchement, faut pas trop compter dessus maintenant. C'est vraiment plus que l'ombre de ce que c'était. Ce qui est marrant, du coup, c'est que ça vient pourtant d'une figurine qui fait partie des rares à avoir été refaites. Donc ouais, si vous regardez les figurines qui ont été refaites, les cours Mirage sont franchement pas terribles. Les gardiens de choc sont pas terribles. Bon, les gardiens normaux, ça va. Les faucheurs noirs, ils sont pas terribles. L'avatar, il est sympa, mais il a du mal à trouver sa place quand même. Les lances de lumière, elles sont sympas, mais également, ça peut être un peu chaud de les rentabiliser et tout ce genre de choses. Moganra hétérofait, il est pas terrible non plus. L'Autarque hétérofait, ça peut aller, surtout depuis qu'ils ont modifié son datasheet pour que maintenant tu puisses vraiment tout mêler sans problème. C'est mieux qu'avant. C'est pas non plus un top pick. Hein.
Même parmi les figurines qu'ils ont refait, il y a quand même pas mal qui sont pas terribles. C'est assez étonnant, d'habitude quand ils refont des figues, ils cherchent à les vendre, donc ils les font hyper sympas. Et là, c'est pas le cas, franchement, les faucheurs noirs, bon, je m'en suis pris pour la collection, hein. Enfin, je les monte et les peigne d'ailleurs. Mais voilà, c'est. Autant avant c'était auto-include, autant maintenant. Ils ont du mal à vraiment trouver une place, hein. Et encore, pourquoi tu prendrais ça pour 150 points quand tu peux avoir un Falcon à 160? Ou même des squads d'appui d'armes sont tellement plus puissantes. Franchement, c'est pas terrible du tout. Et ça fait vraiment partie des très mauvaises unités du codex maintenant. Alors qu'avant, c'était un petit peu l'une des rares unités qui était jouée. Ça et les lances de lumière. Ils ont dû se dire qu'ils étaient joués parce que c'était trop puissante. Ils ont juste pas compris que c'est juste que le reste du codex était juste pourri. Enfin, était devenu pourri avec le temps, parce que le power creep, vous savez, tout ça. Hein. Donc ils étaient V8 et ils étaient pour la plupart pourris. Il y avait juste les lances de lumière et il faut dire que ça sortait bien. Et en fait, du coup, ils ont nerfé les trois. Donc en fait, restaurant un must-have pour les pouvoirs. Les lances de lumière, elles ont pas. C'est surtout le fait d'avoir un gros socle qui est un peu chiant avec elles. Mais sinon, à part ça, ça va. Mais les faucheurs noirs, ils ont pris plein pot dans la gueule. Hein. C'est impressionnant. Donc même avec les pouvoirs que tu peux donner les arcs, c'est pas franchement la folie, hein, loin de là. Hein. D'où leur deuxième place dans ce classement des unités les moins intéressantes du codex. C'est triste. Mais il reste encore un concurrent. Et voilà. Et enfin, la plus mauvaise des unités, à mon avis, du codex, c'est pas que moi, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est le chevalier fantôme. Non seulement il est hors de prix, mais il n'est même pas si résistant que ça. Il a perdu ses capacités de piétinement. Maintenant, si t'as pas le sabre, si c'est les attaques qu'il a, c'est des attaques force 8, pas moins de dégâts 2. Je dirais à une nez comme ça qu'il doit être dans les 80 points trop cher à peu près. Si on compare à ce qu'on peut avoir avec l'avatar en corps à corps, 170 points. 400 pour lui, version corps à corps, donc moins cher. Je pense que, allez, s'il était genre à 320 points, ça pourrait se justifier comparé à l'avatar de 70, d'où le fait des 80 points de moins. Et ouais, au final, c'est franchement terrible, parce que tu vois, par exemple, si vous prenez la version double canon, qui va revenir à 460 points, vous avez pratiquement 3 Falcons pour ce prix-là. Et que 3 Falcons avec un Sardin, ça va vous coûter 480 points. Voilà, entre 4 tirs, ça qui seront en tir puissants, avec des dégâts 6 plus des 3, et d'un autre côté, donc 9 tirs, dégâts 3 plus 3, donc on a 5 dégâts, qui vont vous faire que vous transporter un total de 18 figurines, pouvoir les arriver en frappe profondeur et tout. Franchement, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Ouais, c'est vraiment le surpris. Pourtant, quand il y avait les premières révélations sur les statistiques, on se disait ah, franchement, il y a moyen qu'il soit pas mal, hein. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Mais non. Tiens, c'est une minute, il est beaucoup trop cher. Même là, ouais, on va parler des leaks qu'il y a eu sur le codex Tyrannide. Globalement, les exocrines ont le même canon que le canon solaire. Le canon solaire, c'est 2d6 tirs, force 8, P-3, dégâts 3, déflagration. Les exocrines, c'est 6 plus d3 tirs, force 8, P-4, dégâts 3. Et peut-être aussi déflagration, je ne me souviens plus. Mais voilà, aussi touche en 3+, comme ça, sauf que ça vaut moins de 200 points. Tu vas avoir plus de 2 exocrines, quand je crois qu'il reste pratiquement une centaine de points encore restants, pour le prix d'un chevalier fantôme. Et pour avoir donc plus de puissance de feu, avec un total de 30 PV, 8 sauvegardes de plus pour les 2 exocrines. Là, quand tu vois ça, alors soit l'exocrine est vraiment trop bonne, ça c'est vraiment lui qui est mauvais. Franchement, quand je vous compare entre la Storm Surge, une fois encore, les autres unités que tu as dans le codex, je pense vraiment que c'est lui qui est vraiment trop mauvais. Donc voilà, je viens de finir de faire le tour des unités, premier avis sur le codex. Encore, je donnerai mon avis sur la version Harlequin dans une prochaine vidéo. A vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, il y a d'autres unités que j'ai oubliées qui étaient quand même malgré tout très puissantes et qu'il convenait donc de faire mettre à d'autres endroits? Peut-être certaines que j'ai considérées comme puissantes, vous les mettrez plutôt honorifiques, voire carrément mauvaises, ou inversement des trucs que j'ai considérés comme mauvais, est-ce que vous les mettriez en bon? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours.
Allez, et sur ce, portez-vous bien et continuez à profiter de notre hobby préféré. Bye!